Je suis à mi-chemin de mes projections trimestrielles quand mon téléphone vibre sur mon bureau. Le nom de Léa s'illumine sur l'écran, et je souris. Ma petite sœur appelle rarement les soirs de semaine. Salut toi, je réponds, en coinçant le téléphone entre mon oreille et mon épaule tout en continuant à taper. Le coucher de soleil de Londres inonde les fenêtres de mon appartement, peignant mes rapports financiers de teintes orangées et dorées. Camille. Devine quoi? La voix de Léa pétille d'enthousiasme. Je déménage dans ton ancien appartement. Maman et papa ont déjà dit oui. Mes doigts se figent au-dessus du clavier. Le coucher de soleil me semble soudainement trop vif, presque intrusif. Léa, c'est impossible. Je suis propriétaire de cet appartement. Le silence qui s'ensuit s'étire assez longtemps pour que je vérifie que l'appel n'a pas été coupé. Qu'est-ce que tu veux dire? Répond finalement Léa, son ton plus froid. Maman a dit qu'il est toujours dans la famille. Tu es en Angleterre et tu gagnes bien ta vie de toute façon. Je me recule de mon bureau. En me levant si vite, ma chaise roule et heurte le mur derrière moi. Non, j'ai acheté cet appartement à maman et papa il y a 4 ans. J'ai l'acte de propriété. Il est à moi. Ça ne peut pas être vrai. L'enthousiasme dans sa voix s'est complètement transformé en irritation. Pourquoi serais-tu si égoïste à ce sujet? J'ai besoin de cet endroit, il est parfait pour le campus. Mon cœur martèle mes côtes alors que j'ouvre mon ordinateur portable, mes doigts volant maintenant sur le clavier. Léa, écoute-moi. J'ai payé 170 000 € pour cette propriété. J'ai un locataire avec un bail. Maman n'a jamais mentionné de locataire, dit Léa, la suspicion s'insinuant dans sa voix. Je recherche l'acte de vente pendant qu'elle parle encore, le document familier apparaissant sur mon écran. Je me souviens l'avoir signé, le poids du moment, la fierté que j'ai ressentie en possédant ma première maison. J'ai l'acte de vente sous les yeux en ce moment même, Léa. Il est à mon nom. Depuis 4 ans. Ce n'est pas ce que maman m'a dit. Sa voix vacille, et je peux l'imaginer se mordant la lèvre inférieure comme elle le fait depuis l'enfance. La prise de conscience me submerge comme de l'eau glacée. Qu'est-ce que maman t'a dit exactement? Que tu l'utilisais occasionnellement quand tu venais en visite. Mais comme tu vis à l'étranger maintenant, je pouvais la voir. Ces mots sortent plus vite. Elle a dit qu'il te l'avait donné après l'université, mais que c'est toujours une propriété familiale. Je presse ma paume contre mon front, assemblant les pièces d'un puzzle dont j'ignorais l'existence jusqu'à cet instant. Léa, ce n'est pas vrai. Je l'ai acheté. Avec mon argent. À eux. Eh bien, si tu reviens, tu n'auras qu'à louer un autre endroit, dit Léa sur la défensive. Laisse-moi y vivre gratuitement. Le coucher de soleil a maintenant viré au cramoisi, projetant de longues ombres à travers mon appartement. Je prends une profonde inspiration. Sans bail, tu n'as aucun droit d'emménager, dis-je, en gardant ma voix égale malgré le tremblement qui menace de percer. Et je ne mettrai pas mon locataire à la rue. Il y a des lois pour ce genre de choses. Des lois, répète Léa, comme si j'avais invoqué quelque chose d'étranger. Tu as toujours tout eu sur un plateau. Sa voix se brise sur le dernier mot. L'appel se termine avant que je puisse répondre. Je reste immobile, fixant l'horizon de Londres alors que l'obscurité s'installe sur la ville. Tout eu sur un plateau? J'ai eu 3 emplois pour payer mes études. Maman et papa n'avaient pas contribué d'un centime à mon éducation, ou du moins c'est ce qu'ils prétendaient. Je me rassois dans ma chaise, une lourdeur s'installant dans ma poitrine qui n'a rien à voir avec la distance entre l'Angleterre et la maison. J'ouvre mes courriels et recherche la correspondance avec ma société de gestion immobilière. Confirmation que le bail de mon locataire est valide pour encore 8 mois. Mon téléphone s'illumine à nouveau. Mère. Je le regarde vibrer sur mon bureau, l'écran finissant par s'éteindre alors que l'appel est redirigé vers la messagerie vocale. Quelque chose ne va pas ici. L'achat de l'appartement. Les croyances erronées de Léa. Les mensonges de mes parents. Ils forment un schéma que je ne peux pas encore voir entièrement, mais que je peux sentir. J'ai passé ma carrière à trouver des anomalies financières dans des tableurs et des registres. Je reconnais la sensation de quelque chose qui ne colle pas. Je me retourne vers mon ordinateur et lance une nouvelle recherche, cette fois pour des vols de retour pour la France. Certaines vérités ne peuvent être découvertes qu'en personne. Le lendemain matin, la lumière filtre à travers les stores de mon bureau à Londres,
projetant des rayures sur les projections trimestrielles que je fixe depuis 20 minutes sans en absorber un seul chiffre. Mon téléphone vibre contre le bureau pour la 5e fois en 1 heure. Mère. Encore. Je retourne l'appareil face contre table et me frotte les tempes. Le nœud dans mon estomac n'a fait que se resserrer depuis l'appel de la nuit dernière avec Léa. Le sommeil est venu par courtes rafales, interrompu par des fragments de souvenirs, la signature de l'acte, le virement de l'argent. Le sourire radieux de ma mère alors qu'elle disait « Nous sommes si fiers de toi pour cette décision responsable, Camille. » Est-ce que quoi que ce soit de tout cela était réel? Le téléphone vibre à nouveau, se rapprochant du bord en glissant. Je l'attrape avant qu'il ne tombe et je vois 13 messages dans notre fil de discussion familiale. Je les parcours sans les ouvrir, ne voyant que les aperçus, Camille-Marie Leroy. Il faut qu'on parle d'eux. Ta sœur est anéantie. Elle comptait sur. Décroche ton téléphone. Ce comportement est complètement. Ma collègue Danielle passe, les sourcils levés devant ma mine renfrognée. Je force un sourire et me tourne vers la fenêtre, appuyant finalement sur le bouton d'appel. Mère répond à la première sonnerie. Comment oses-tu bouleverser ta sœur comme ça? Sa voix tranche à travers les amabilités comme un couteau chauffé à blanc. Bonjour à toi aussi, maman. Je garde mon ton neutre, professionnel, la même voix que j'utilise avec les clients difficiles. Ne prends pas ce ton avec moi. Elle inspire brusquement. Léa a pleuré jusqu'à s'endormir la nuit dernière. Elle a déjà dit à ses colocataires qu'elle déménageait. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je presse mon front contre la vitre froide de la fenêtre, observant le trafic de Londres s'écouler 30 étages plus bas. Je lui ai dit la vérité. Je suis propriétaire de cet appartement, légalement, avec des documents à l'appui. Ce n'était qu'une formalité, Camille. Sa voix s'adoucit pour devenir quelque chose de plus dangereux. La propriété familiale reste dans la famille. Nous n'avons jamais eu l'intention que tu le traites comme une sorte d'investissement. Le mot « investissement » tombe de ses lèvres comme quelque chose de pourri. Je redresse le dos. Ce n'est pas une formalité quand j'ai payé 170 000 € pour ça. Chaque syllabe est précise, mesurée. De l'argent que j'ai gagné. De mon compte au vôtre. De l'argent que nous avons mis directement dans l'éducation de ta sœur, rétorque-t-elle vivement. As-tu pensé à ça? Pendant que tu te pavanes à travers l'Europe avec ton travail chic, ta sœur essaie de finir l'université. J'ouvre mon application bancaire, l'habitude de vérifier les chiffres étant trop ancrée pour l'ignorer. Maman, j'ai un locataire avec 8 mois restants sur son bail. Il paie le prix du marché, 850 € par mois. Ils ont des droits. 850 €. Sa voix monte d'une octave. Tu fais payer quelqu'un pour vivre dans une propriété familiale alors que ta sœur a besoin d'un endroit où vivre? Tu n'as pas de cœur. Après tout ce que nous avons fait pour toi. La culpabilité familière monte, mais quelque chose de nouveau la repousse, la colère, aiguë et clarifiante. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, exactement? Les mots s'échappent avant que je puisse les contenir. J'ai eu 3 emplois pendant mes études. J'ai contracté des prêts. J'ai payé cet appartement avec l'argent que j'ai gagné après mon diplôme. Nous t'avons élevé. Sa voix tremble d'indignation. Nous t'avons fourni un toit, de la nourriture, des vêtements, et c'est comme ça que tu nous rembourses? En refusant d'aider ta sœur alors que tu n'as clearly pas besoin de cet argent? Je ferme les yeux, me ressaisissant. L'appartement n'était pas un cadeau. C'était un achat. Eh bien, ce n'est pas ce que Léa croit. La voix de mère devient suffisante. Tout le monde dans la famille sait à quel point nous avons été généreux, en te donnant cette propriété après l'université. Les pièces s'assemblent. Tu as dit à toute la famille que je n'avais pas payé pour ça. Je leur ai dit la vérité, que nous t'avons aidé à t'établir, et que maintenant tu as l'obligation de faire de même pour ta sœur. Ma main se resserre autour du téléphone. Maman, je peux retrouver le virement bancaire maintenant. 170 000 €, de mon argent à votre compte. Pas un cadeau. Cet argent est allé directement aux frais de scolarité de Léa. Penses-tu que l'université est bon marché de nos jours? Pendant que tu construis ta carrière, nous avons aussi soutenu ses rêves. Quelque chose dans son ton déclenche mes instincts d'auditrice. Le tableur mental ne s'équilibre pas, si tu ne laisses pas Léa emménager, je n'aurai d'autre choix que de dire à tout le monde à quel point tu es devenu égoïste, continue-t-elle.
Tes grands-parents seraient si déçus. Après tous les sacrifices que nous avons faits pour ton éducation. Quel sacrifice, l'interroge-je, nous surprenant toutes les deux. Nomme une seule chose que vous avez payée pour mon éducation. Le silence s'étire si longtemps que je vérifie mon écran pour m'assurer que nous sommes toujours connectés. Je n'ai pas à me justifier auprès de ma propre fille. Sa voix est maintenant glaciale. Laisse ta sœur emménager dans l'appartement où tu le regretteras. Est-ce une menace? C'est la réalité. La famille soutient la famille, point final. Je mets fin à l'appel avant de dire quelque chose de vraiment impardonnable. Le téléphone vibre immédiatement avec un message texte, mais il ne vient pas de mère. Tante Marlène. Il faut qu'on parle. En privé. Un soulagement me parcourt. Tante Marlène, la sœur de mère, a toujours été la diseuse de vérité de la famille, celle qui se souvient des événements tels qu'ils se sont réellement produits, et non tels que mère les réimagine. Si quelqu'un sait ce qui se passe vraiment, c'est bien elle. Je lui réponds par message texte. Quand? Sa réponse est instantanée. Ce soir. 21h. Ton heure. Appel vidéo. Ne le dis pas à ta mère. Je pose le téléphone et me retourne vers mon ordinateur, mais les chiffres se brouillent devant mes yeux. Le seul calcul sur lequel je peux me concentrer est le nombre de pièces de ce puzzle qui manque encore. Qu'est-ce qu'ils ne me disent pas, je murmure au bureau vide. Le nœud dans mon estomac se transformant en quelque chose de plus dur, de plus résolu. Quelle que soit la vérité, je suis enfin prête à l'entendre. Cette nuit-là, la fenêtre vidéo s'ouvre, et le visage de tante Marlène remplit mon écran. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule 2 fois avant même de dire bonjour. A-t-il quelqu'un à la maison avec toi, je demande. Non. Roger a emmené les enfants à l'entraînement de baseball. Marlène baisse quand même la voix. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mon estomac se serre. En 31 ans, je n'ai jamais vu la sœur de ma mère avoir l'air si nerveuse. Ses doigts tripotent son col, l'éloignant de son cou comme s'il était soudainement trop serré. Tes parents vous ont menti, à toi et à Léa, pendant des années. Les mots se bousculent hors de sa bouche, rapides et secs. Je ne sursaute pas. Je ne tressaille pas. Mais ma main serre ma tasse de café jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'aurais dû parler plus tôt. Les yeux de Marlène s'embuent. Je connais des bribes de tout ça depuis presque 2 ans. Mais Lorraine. Elle a une façon de s'assurer que les gens se taisent. Le soleil matinal de Londres filtre à travers mes stores, créant des rayures dures sur l'écran de mon ordinateur portable. Je tends la main et les ajuste, ayant besoin de faire quelque chose de mes mains, pendant que mon cerveau traite ce que j'entends. Dis-moi tout, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Marlène hoche la tête, puis minimise sa vidéo. Je t'envoie quelque chose d'abord. Tu dois le voir de tes propres yeux. Un fichier apparaît dans notre conversation. Je l'ouvre pour trouver le scan d'une lettre à l'aspect officiel avec un en-tête d'université. Je commence à lire et mon souffle se coupe. C'est la notification de bourse de Léa. Les mots se brouillent légèrement alors que je parcours le document. Bourse complète. Frais de scolarité. Logement et nourriture. Tout. Oui. Le visage de Marlène réapparaît. 0 €. C'est ce que l'éducation de ta sœur a réellement coûté à tes parents. Mais ils m'ont dit qu'ils payaient des milliers d'euros chaque semestre. C'est pour ça que je n'ai jamais proposé de l'aider davantage. La trahison me transperce, vive et froide. Je ne l'ai découvert que parce que j'ai aidé Léa avec le renouvellement de son dossier social étudiant l'année dernière. Elle a laissé la lettre d'acceptation chez moi par accident. Je parcours à nouveau le document, les chiffres cimentant la vérité. Ils m'ont dit qu'ils avaient utilisé l'argent de mon appartement pour payer les frais de scolarité de Léa. Ils ont menti. La voix de Marlène se durcit. Ils vous mentent sur l'argent à toutes les deux depuis des années. Je pose mon café, intact. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Pourquoi pas quand tu l'as découvert? Le visage de Marlène se crispe, le masque de détermination glissant pour révéler une douleur brute. À cause de ce que ta mère m'a dit, elle déglutit difficilement. Quand j'ai confronté Lorraine à propos de la bourse, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, si jamais tu en souffles un mot à maman ou aux filles, je t'aurai de ma vie en tant que sœur et je ferai croire à tout le monde que tu es jalouse et que tu mens. Le venin dans l'imitation de ma mère par Marlène me semble bien trop familier.
J'ai déjà entendu ce ton exact, bien qu'il ne m'ait jamais été adressé avec une telle malice non dissimulée. Elle a menacé de détruire ma relation avec toute la famille, a dit qu'elle dirait à maman que j'essayais de la voler. Marlène essuie une larme qui s'échappe. Je l'ai cru. Tu sais comment elle est quand elle décide que quelqu'un est son ennemi. Je pense aux réunions de famille où des cousins n'étaient pas invités parce qu'ils avaient insulté ma mère d'une manière que personne d'autre ne se rappelait. La tante qui n'a pas été la bienvenue pendant 3 ans après avoir remis en question la version de ma mère d'une histoire d'enfance. Je comprends, dis-je à Marlène. Et c'est vrai. Elle a déjà fait de toi la méchante dans d'autres histoires. Marlène hoche la tête avec reconnaissance. Mais il y a plus, Camille. Quelque chose de plus grand. À propos de ta grand-mère. Ma grand-mère est morte quand j'avais 12 ans. Je me souviens d'elle comme de biscuits chauds et de pull en laine qui grattent à Noël. Rien de plus. Ta grand-mère a laissé une fiducie testamentaire pour ton éducation et celle de Léa. 80 000 euros. Ta mère en était la fiduciaire. La pièce semble légèrement basculer. Une fiducie? Pour notre éducation? Oui. Et une allocation mensuelle à tes parents pour vos soins. Près de 800 euros par mois, par enfant. Jusqu'à ce que vous ayez chacune 18 ans. La voix de Marlène tremble. Plus de 350 000 euros au total. Au fil des ans. Ta grand-mère voulait s'assurer que vous seriez prise en charge après ce qui s'est passé avec l'entreprise de ton grand-père. Je me souviens des plaintes constantes de ma mère sur la difficulté à joindre les deux bouts. Les culpabilisations quand j'avais besoin d'argent pour des fournitures scolaires ou des sorties. Nous devrons nous serrer la ceinture ce mois-ci, disait-elle. Alors que 2 semaines plus tard, elle aurait un nouveau sac à main de créateur. Ils ont tout dépensé pour eux-mêmes, je murmure. Vacances de luxe. Virée shopping. Le bateau de ton père. Le visage de Marlène est sombre. Pendant ce temps, tu avais 3 emplois pendant tes études. Et Léa croyait qu'elle dépendait de leur générosité pour son éducation. La trahison est si vaste que j'ai à peine la force de la comprendre. Mes parents n'avaient pas seulement menti sur l'appartement. Ils avaient volé notre héritage. Notre sécurité. Notre vérité. Et ils l'avaient fait tout en nous faisant sentir coupables pour chaque centime qu'ils avaient soi-disant dépensé pour nous. Je pense à l'accusation larmoyante de Léa, tu as toujours tout eu sur un plateau. Ma gorge se serre. Ils nous ont montés l'une contre l'autre. Oui, Marlène baisse les yeux. Faisant croire à chacune de vous que l'autre était plus favorisée. Plus soutenue. Je dois parler à Léa. La décision se forme instantanément. Veux-tu m'aider? Être là quand je lui dirai? Marlène se redresse, une pointe d'acier revenant dans sa colonne vertébrale. Bien sûr que je le ferai. 2 heures plus tard, le visage confus de Léa apparaît sur mon écran. Marlène se joint à l'appel quelques instants après. Qu'est-ce qui se passe? Demande Léa, nous regardant tour à tour. Tante Marlène a dit que c'était important. Léa, je prends une profonde inspiration. Je dois d'abord te montrer quelque chose. Je partage mon écran, affichant l'acte de vente de mon appartement. C'est le document légal qui montre que j'ai acheté l'appartement à maman et papa il y a 4 ans. Pour 170 000 euros. Ses yeux s'écarquillent en lisant. Mais ils m'ont dit. Je sais ce qu'ils t'ont dit. Je garde ma voix douce. Maintenant, j'ai besoin que tu me montres ta lettre de bourse. Celle de ta première année. Léa cligne rapidement des yeux. Comment sais-tu pour ça? S'il te plaît, Léa. C'est important. Elle disparaît momentanément de la vue. Quand elle revient, elle tient un dossier. Elle en sort une lettre, hésite, puis la tient devant la caméra. Peux-tu m'en envoyer une photo par courriel, je demande. 3 minutes plus tard, nous regardons toutes les 3 la preuve. Bourse complète. 0 contribution parentale. Ils m'ont dit qu'ils payaient des milliers pour mon éducation, murmure Léa. C'est pour ça que je n'ai jamais remis en question quand ils ont dit que je ne pouvais pas me permettre mon propre logement. Et ils m'ont dit que l'argent de mon appartement allait à tes frais de scolarité, j'ajoute doucement. Les yeux de Léa se remplissent de larmes. Pourquoi mentirait-il à ce sujet? Qu'ont-ils fait de tout cet argent? Marlène s'éclaircit la gorge. Les filles, il y a autre chose que vous devez savoir. À propos de la fiducie de votre grand-mère.
Alors que Marlène explique la fiducie éducative et les allocations mensuelles, je regarde la prise de conscience se dessiner sur le visage de Léa, reflétant ce que j'ai ressenti plus tôt. Trahison. Confusion. Colère. Toutes ces années ? Dit Léa, sa voix se brisant. Je me sentais si coupable de demander de l'argent pour les sorties scolaires. Pour les robes de bal. Pour n'importe quoi. Maman soupirait et parlait de sacrifice. Et puis le week-end suivant, elle et papa partaient en voyage d'affaires à Monaco. Ils nous ont manipulé toute notre vie, dis-je. Nous faisant sentir redevables pour des choses qu'ils n'ont jamais vraiment fournies. Nous montant l'une contre l'autre pour qu'on ne compare pas nos notes. Le pire, dit Léa en essuyant ses larmes, c'est que je les ai crus quand ils ont dit que tu étais égoïste de ne pas aider avec mes frais de scolarité. Que tu ne te souciais pas de la famille. Et je les ai crus quand ils ont dit que tu étais jalouse de mon succès et que tu m'en voulais de pouvoir m'offrir l'appartement. Je sens une larme couler sur ma propre joue. Nous nous sommes battus contre des fantômes créés par nos propres parents. Marlène nous regarde en silence, ses propres yeux brillants. Je suis tellement désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt à toutes les deux. Léa et moi nous regardons à travers la fracture numérique. Pour la première fois depuis des années, je vois ma sœur clairement, pas à travers la lentille déformée que nos parents ont créée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demande Léa. Je me redresse sur ma chaise, un plan se formant déjà. Premièrement, nous arrêtons de les laisser nous monter l'une contre l'autre. Deuxièmement, nous rassemblons toutes les preuves que nous pouvons trouver. Et ensuite ? La voix de Léa est petite mais déterminée. Ensuite, nous les confrontons. Ensemble. Je maintiens son regard à travers l'écran. Plus de secrets. Plus de mensonges. Léa hoche la tête, sa mâchoire serrée d'une manière qui me rappelle étonnamment mon propre reflet. Ensemble, acquiesce-t-elle. En arrière-plan, j'entends Marlène expirer de soulagement. La vérité a déchiré une vie d'illusions. Mais en regardant ma sœur et ma tante, je vois quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années avec ma famille. La confiance. 3 jours plus tard, après avoir rassemblé plus de documents, l'écran de mon ordinateur portable brille dans l'appartement assombri de Londres alors que le visage de Léa apparaît. Ses yeux sont gonflés d'avoir pleuré, mais il y a une nouvelle détermination en eux que je reconnais, la même obstination des Leroy que notre grand-mère soulignait toujours. Je n'arrive pas à croire qu'il nous ait menti à toutes les deux pendant des années, dit Léa, en remettant ses cheveux derrière son oreille. Ils m'ont dit que tu refusais d'aider avec mes frais de scolarité, que tu étais trop occupé avec ta vie européenne chic pour t'en soucier. Mon estomac se tord. Et ils m'ont dit que tu étais jalouse de mon succès, que tu m'en voulais d'être partie. Le rire de Léa n'a rien d'amusant. Diviser pour mieux régner. Classique. Nous restons silencieuses, digérant l'étendue de la manipulation de nos parents. La révélation donne l'impression d'être dans des sables mouvants, plus nous en découvrons, plus nous nous enfonçons. J'ai trouvé autre chose, murmure Léa, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule comme si nos parents pouvaient se matérialiser dans sa chambre d'étudiante. Ils sont partis en voyage à Marrakech chaque hiver, pas à des conférences d'affaires comme ils le prétendaient. Attends, dis-je en me redressant. Je leur ai donné 5 000 € l'année dernière pour les supposées factures médicales de papa. Le visage de Léa se durcit. Il n'y avait pas de facture médicale. Mon téléphone vibre avec un appel entrant. C'est tante Marlène, dis-je à Léa, en l'ajoutant à notre conversation vidéo. Tante Marlène apparaît, ses cheveux grisonnants tirés en arrière, des lunettes de lecture perchées sur son nez. Les filles, j'ai plus. Les relevés de la fiducie de votre grand-mère. Elle tient des papiers devant la caméra, trop petits pour être lus clairement. Peux-tu les scanners ? Je demande, créant déjà un dossier partagé. Déjà fait. Vérifiez vos courriels. J'ouvre la pièce jointe, Léa faisant de même de son côté. Les relevés bancaires montrent des retraits réguliers, 1 000 € par mois pour des dépenses éducatives. Mais j'avais une bourse complète, proteste Léa. Et j'ai payé pour ma propre éducation, j'ajoute. Tante Marlène hoche la tête d'un air sombre. Exactement. Cet argent était censé être pour vous deux. Votre grand-mère a laissé des instructions explicites. Nous passons l'heure suivante à tout organiser, relevés bancaires, documents de propriété, photos de vacances extraites du profil Facebook de maman. Chaque pièce fait partie d'un schéma indéniable. Nous devons les confronter, dis-je finalement, en me frottant les yeux.
En personne. Léa hoche la tête. Quand? J'ouvre un moteur de recherche de vol. Que dirais-tu de jeudi prochain? C'est dans 5 jours, dit Léa. Je serai prête. Je promets, dis-je, en réservant le premier vol disponible. Tante Marlène retire ses lunettes, semblant soudainement plus âgée. Ils n'admettront rien facilement. Tu sais comment est ta mère, elle déformera tout. Ils nous ont manipulés assez longtemps, dis-je, ma voix plus stable que je ne le sens. Après la fin de notre appel, je commence à faire mes bagages méthodiquement. Chaque article que je plie me rappelle une subtile sape de mes parents. Le chemisier bleu qui, selon maman, me donnait l'air de « trop en faire ». La montre que papa a insinué être un « gaspillage » quand j'ai mentionné son prix. J'appelle ma société de gestion immobilière, confirmant que le bail du locataire est sécurisé. Personne n'entre sans autorisation appropriée, m'assure le gérant. Cette nuit-là, allongé éveillé, je réalise que ce voyage à la maison pourrait être mon dernier. Quoi qu'il arrive, rien ne sera plus jamais pareil. Cette pensée apporte à la fois de l'anxiété et un étrange soulagement. Mon vol atterrit jeudi après-midi. Léa attend à la porte des arrivées, ayant l'air à la fois plus jeune et plus âgée que lorsque je suis parti. Nous nous étreignons, nous serrant assez fort pour nous faire mal. « Salut, grande sœur », dit-elle, sa voix étouffée contre mon épaule. Le trajet vers notre maison d'enfance se passe dans un silence réfléchi. Les feuilles d'automne se dispersent dans les rues familières, dorées et éphémères. Je répète ce que je vais dire, anticipant les dénégations et les déviations. Léa se gare dans l'allée de la maison de style colonial où nous avons grandi. L'endroit semble plus petit, moins imposant que dans mes souvenirs. Les chrysanthèmes soigneusement entretenus par maman bordent l'allée dans un enchevêtrement d'orange et de rouille. Nous restons assis un moment, le moteur éteint, l'écoutant crépiter en refroidissant. J'ai trouvé le journal de maman, dit Léa soudainement. Elle a écrit qu'elle avait utilisé l'argent de ton appartement pour une rénovation de cuisine et une croisière. La dernière pièce se met en place. Je serre la main de Léa, sentant notre force commune. Es-tu prête pour ça, murmure-t-elle alors que nous nous approchons de la porte d'entrée. Je hoche la tête, me surprenant de mon calme. Plus que prête. La sonnette joue les mêmes 8 notes qu'elle a toujours jouées, un son d'enfance annonçant maintenant la fin des illusions de l'enfance. La porte d'entrée s'ouvre, et les visages de mes parents affichent un choc sincère avant de se transformer en une performance calculée de bienvenue. Maman se reprend la première, son hoquet de surprise se muant en un sourire crispé qui n'atteint pas ses yeux. « Camille » s'exclame papa, sa voix trop forte dans l'entrée. « Notre fille qui a réussi revient d'Europe. Quelle merveilleuse surprise !» Maman s'avance, les bras tendus, mais je recule, gardant une distance entre nous. Ses yeux se tournent vers Léa, qui se tient à côté de moi, serrant un dossier en carton. « Ne parlons pas de cette affaire d'appartement maintenant, dit maman, sa voix mielleuse mais ses yeux vifs. J'ai préparé ton rôti de bœuf préféré, nous pourrons parler après le dîner. Nous parlons maintenant, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'attendais. Le voyage de 36 heures depuis Londres m'a laissé épuisé, mais la colère qui me parcourt me procure une clarté inattendue. Léa se dirige vers la salle à manger. Nous avons préparé des choses à vous montrer. Le sourire de papa vacille. Ça ne peut pas attendre? Ta mère s'est donné beaucoup de mal. Nous aussi, l'interromps-je, en suivant Léa. La table de la salle à manger brille de la même surface en chêne poli dont je me souviens des réunions de famille de mon enfance. Combien de fois me suis-je assise ici, acceptant leur version de la réalité? Croyant leurs histoires de difficultés financières pendant qu'ils prenaient des croisières de luxe avec de l'argent qui nous était destiné. Léa pose le dossier sur la table et l'ouvre avec des doigts tremblants. Elle en extrait 3 documents et les dispose en une rangée nette. « Qu'est-ce que c'est » demande maman, sa voix se durcissant alors qu'elle reconnaît les papiers. « Des preuves » répond simplement Léa. Papa s'affaisse dans sa chaise, le teint blême alors qu'il fixe l'acte de vente que j'ai placé carrément devant lui. « Où avez-vous eu ça » demande maman, se jetant en avant pour ramasser les papiers. Ses ongles manucurés grattent la surface de la table alors que je pose fermement ma paume sur les documents. « L'acte vient de mes dossiers » dis-je. La lettre de bourse est celle de Léa. Et les relevés bancaires? Je tapote le 3e document. Tante Marlène a gardé des copies. Maman se fige. Marlène n'avait aucun droit. Elle avait tous les droits, interrompt Léa. Quelqu'un devait nous dire la vérité.
Papa retrouve sa voix. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Vraiment? Je fais glisser la lettre de bourse vers lui. Léa a reçu une bourse complète. Vous lui avez dit que les frais de scolarité coûtaient des milliers. Vous m'avez dit que l'argent de l'appartement allait à son éducation. Vous m'avez dit que Camille refusait d'aider avec mes frais d'études, ajoute Léa. Vous nous avez menti à toutes les deux. La stratégie de déni de maman s'effondre visiblement. Ses épaules se redressent et sa mâchoire se serre dans une expression familière que j'ai vue chaque fois qu'elle est acculée. Très bien, lance-t-elle. Et alors? Nous vous avons élevé. C'est suffisant. L'argent de maman était notre récompense. La pièce devient silencieuse. Je la regarde, attendant un signe de remords ou de honte. Papa hoche la tête. C'était à nous de le dépenser comme nous le voulions. C'était une fiducie, je contre, ma voix basse mais tranchante comme un rasoir. Grand-mère l'a laissé spécifiquement pour notre éducation. Et nous vous avons éduqués, n'est-ce pas, rétorque maman. Vous avez toutes les deux obtenu vos diplômes. Ce que nous avons fait avec l'argent, ce sont nos affaires. Le souffle de Léa se coupe à côté de moi. Je sens son corps se tendre. Vous avez volé vos propres enfants, dis-je, me levant lentement. 80 000 € de la fiducie de grand-mère. Et vous avez essayé de voler mon appartement aussi. Et vous avez essayé de nous monter l'une contre l'autre, ajoute Léa, se levant pour se tenir à côté de moi. Sa voix vacille mais ne se brise pas, vous avez presque réussi. Le visage de maman se durcit en quelque chose que je reconnais à peine. Nous avons fait ce qui était le mieux pour cette famille. Non, je la corrige. Vous avez fait ce qui était le mieux pour vous-même. Papa ne croise pas notre regard, fixant plutôt ses mains jointes sur la table. Les mêmes mains qui ont signé ces retraits bancaires. Les mêmes mains qui nous ont caressé la tête pendant qu'il promettait que nous étions sa priorité. Si tu franchis cette porte, dit maman, sa voix froide, ne t'attends pas à être accueilli de nouveau. La menace plane dans l'air, destinée à nous faire plier comme elle l'a fait tant de fois auparavant. Je regarde Léa, m'attendant à voir de la peur dans ses yeux mais ne trouvant que de la résolution. Nous ne l'avons jamais vraiment été, répond doucement Léa. Accueilli, je veux dire. Pas à moins que nous vous soyons utiles. Je rassemble les documents, les remettant dans le dossier. Nous allons explorer les options juridiques concernant la fiducie de grand-mère. Je vous suggère de vous préparer en conséquence. Maman rit, le son cassant. Bonne chance pour prouver quoi que ce soit après tout ce temps. Tante Marlène a tout gardé, je contre. Les relevés bancaires, les courriels, même les documents de fiducie que vous lui avez fait signer comme témoin. La tête de papa se relève brusquement. Elle n'oserait pas, elle l'a déjà fait, dit Léa. Elle n'a plus rien à perdre avec vous deux. Nous nous dirigeons vers la porte ensemble, nos pas synchronisés. Personne ne nous suit. Personne ne nous rappelle. Pas de supplication larmoyante ni de confession de dernière minute. Dehors, le soleil de l'après-midi semble trop vif pour la lourdeur dans ma poitrine. Léa me prend la main alors que nous marchons vers ma voiture de location. Ils n'ont même pas essayé de s'excuser, murmure-t-elle. Ils ne pensent pas avoir fait quoi que ce soit de mal, je réponds, en déverrouillant les portes. C'est ça le plus effrayant. Nous montons, et je démarre le moteur. La maison où nous avons grandi rétrécit dans le rétroviseur, devenant plus petite à chaque seconde, tout comme l'emprise qu'elle a sur nous maintenant. On va où, je demande. Léa essuie une seule larme de sa joue. Vers l'avant. N'importe où, tant que c'est vers l'avant. Je hoche la tête et m'éloigne du passé, ma sœur à mes côtés, notre vérité partagée entre nous comme un bouclier. Le coucher de soleil de Londres peint mon appartement de teintes ambrées alors que je positionne mon ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine. Le visage de Léa apparaît à l'écran, son sourire plus large que je ne l'ai vu depuis des années. Tu ne vas pas croire ça, dit-elle, en tournant son ordinateur portable pour montrer son nouveau studio. J'ai trouvé l'endroit parfait à 3 rue du Campus. Je me penche plus près de l'écran. Regarde-toi avec tes meubles d'adulte. Le contraste avec notre appel vidéo d'il y a 6 mois semble comparer des vies différentes. Trouvaille de vide-grenier, rit Léa, en tapotant le canapé d'occasion. Mais il est à moi. Enfin, à moi et à la banque pour la caution que tu m'as aidé à payer. Le virement de 300 € est bien passé pour ce mois-ci, je demande, en ouvrant mon application bancaire. Pile à l'heure, la voix de Léa s'adoucit.
Je n'arrive toujours pas à croire que tu fasses ça. La famille est de la famille. La vraie famille. Je sirote mon café, la regardant ranger des manuels sur une petite étagère. Combien d'heures au café cette semaine? 28. Le gérant dit que je fais les meilleurs cappuccinos du campus. Elle mime le moussage du lait avec une concentration exagérée. Entre ça et ton aide, je commence vraiment à faire des économies. Le souvenir des regards froids de nos parents me traverse l'esprit, mais s'estompe rapidement. Tante Marlène se joint à notre appel du dimanche. Elle a promis. Elle dit qu'elle apporte de grandes nouvelles. Je souris, en pensant à la façon dont notre tante s'est manifestée quand cela comptait le plus. Tu te souviens quand on pensait que la famille signifiait endurer la manipulation? Budget hebdomadaire d'abord? Léa brandit son carnet, adorablement sérieuse avec son suivi financier. Notre rituel, maintenant l'antithèse des secrets qui ont empoisonné notre enfance. Tu deviens plus doué en finance que moi, dis-je, ressentant une fierté qu'aucune réussite à Londres n'a égalée. Léa ricane. Pas du tout, mais je n'ai pas mangé de nouilles instantanées 3 soirs de suite cette semaine, donc c'est un progrès. Mon téléphone vibre. Mère, encore. 5e tentative ce mois-ci. Léa remarque que mon expression change. Je hoche la tête, mettant le téléphone en sourdine sans regarder. Ils essaient toujours. La semaine dernière, papa a envoyé une carte. Je l'ai retournée sans l'ouvrir. Léa redresse les épaules, un geste qui me rappelle moi-même. Mon thérapeute dit que ce sont des limites saines, pas de la cruauté. Le mien dit la même chose, j'admets. Le groupe de soutien t'aide. Il s'avère que beaucoup de gens découvrent que leurs parents n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être. Elle remet ses cheveux derrière son oreille, une habitude nerveuse familière. Mais tout le monde n'en tire pas une sœur comme toi. La notification de mon calendrier apparaît. Dans 2 semaines, mon vol. Tu es sûr que ton sol est assez confortable pour mes vieux os? J'ai un vrai matelas gonflable maintenant. Le luxe pur, elle sourit. On mangera mieux que la dernière fois. Le souvenir de notre premier dîner de retrouvailles me revient, assise en tailleur sur le sol de son appartement vide, aspirant des nouilles instantanées dans des tasses parce qu'elle n'avait pas déballé la vaisselle. Je ne sais pas, je la taquine. Ces nouilles au sol étaient assez spéciales. Tu as pleuré dans les tiennes. Toi aussi. Nous rions, de ce rire profond qui guérit quelque chose à chaque écho. Tu te souviens de ce que tu as dit cette nuit-là, je demande. Léa hoche la tête, soudainement sérieuse. Pour la première fois, j'ai vraiment l'impression que nous sommes une vraie famille. Je jette un coup d'œil à la photo encadrée que je garde à côté de mon ordinateur, Léa et moi cette première nuit, les yeux larmoyants mais souriantes, nos tasses de nouilles levées en un toast. C'est la seule photo de famille que j'expose maintenant. Ils nous ont pris beaucoup de choses, dis-je doucement. Mais ils nous ont aussi donné quelque chose par accident. Qu'est-ce que c'est? La vérité qui nous a libérés. Je touche le bord du cadre. Et ce lien indestructible entre sœurs. Léa essuie ses yeux, ne cachant plus ses émotions. Ça valait chaque centime qu'ils ont volé. Le soleil de Londres se couche complètement alors que nous continuons à planifier notre avenir, un avenir construit sur la confiance au lieu des mensonges, sur le soutien au lieu de la manipulation, et sur une richesse d'un tout autre genre.